Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une méthode particulièrement qu'on utilise beaucoup en permaculture pour concevoir en fait son design. Parce que bon, la permaculture, on la vit un peu ici, on voit ce que c'est quand même. Plus pratique que dans la plupart des cas. La plupart des gens connaissent la permaculture mais la pratiquent pas vraiment. Euh, Là, on va voir aussi bah, voilà, comment on peut partir d'une idée et un peu aussi bah, en prenant l'exemple de ce qu'on a fait nous ici, mais une méthode qui est assez structurée et qui permet de mettre assez facilement des designs en permaculture en place. Alors, déjà la définition. Attends, je la donne pas comme ça, on va voir si elle est écrite un peu partout. C'est quoi la définition qu'on utilise ici? Ah, vas-y, dis. Ah là là. De la permaculture. Ouais. Qu'est-ce que c'est la permaculture? Un système qui est périn. Pérenne? Ouais. Ok. Masculin. Ouais, il y a l'idée de système, il y a l'idée ouais, de durabilité, Pour moi, c'est une éthique. il y a une éthique. Ouais, Prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager le surplus. ouais, ça c'est le cœur. Ça c'est les principes de conception. Et si vous deviez donner une définition de la permaculture? Le bon sens. Ah ouais, bon sens c'est large quand même. Hein. Faire comme la nature. Faire comme la nature, il y a cette idée dedans. Ah ouais, on a pas mal d'éléments quoi. Vertueuse, un cycle vertueux de travail de la nature. Enfin, Un cycle vertueux de travail la nature, ouais. Travail ouais, avec la nature. Alors nous, celle qu'on utilise ici, c'est ça. C'est une manière consciente de concevoir et maintenir des écosystèmes. Et ces écosystèmes, on veut qu'ils aient trois qualités. On veut qu'ils soient vivants, durables et résilients. Alors déjà, bon, on voit que de manière consciente de concevoir, il y a une façon de faire. Donc effectivement, en permaculture, il y a beaucoup cette idée de la façon dont on fait les choses, dont on les met en place, etc. C'est pour ça que très souvent, il y a un aspect assez philosophique aussi derrière la permaculture. C'est qu'il y a cette idée qu'effectivement, on va faire les choses en conscience. Un écosystème, c'est quoi un écosystème? Parce qu'on l'utilise tout le temps ce mot, mais qu'est-ce que c'est un écosystème? un biotope. Un ensemble, vas-y. Avec des conditions naturelles et des êtres vivants Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien ça. qui vivent en relation. Ouais, ah bah, excellent. Et qui tourne tout Et seul. oikos en grec, c'est la maison. Donc en fait, c'est le système de la maison. Donc en fait, c'est comment la maison est organisée. En gros, si tu as le plan de ta maison, c'est comment ta salle de bain, elle est où, ta cuisine, elle est où, etc. Les portes qu'il y a entre chaque pièce. Et en gros, comment les choses qui sont là-dedans vont circuler un peu. C'est ça un écosystème. Donc il y a cette notion d'organisation des différents éléments entre eux et les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. L'écologie, et ben là c'est pareil, c'est la logique de la maison, c'est comment la maison fonctionne. Et là on s'intéresse plus à effectivement quelles vont être toutes les interactions et le fonctionnement de tout cet écosystème en tant qu'ensemble. C'est assez intéressant voilà, de revenir à la base. Alors du coup, les trois qualités qu'on veut, c'est vivant, durable, résilient. Alors vivant et durable, on comprend bien. Nous là on est un peu dedans, donc on sent que c'est assez intéressant. Mais pourquoi en fait on l'a mis dans cette définition? C'est qu'en vrai, si on observe les écosystèmes dans lesquels on vit tous les jours, c'est lequel? Votre écosystème? Hein? Ouais, c'est ça, c'est très. Macro-écosystème. Bah voilà, exactement. Plus local quoi. Tous les jours. Urbain. Eh ben, vous vivez en ville la plupart. Voilà. La ville, c'est votre écosystème. Est-ce que vous avez l'impression que votre écosystème il est vivant et durable? Ah, c'est durable. Ouais. Durable, encore c'est questionnable, hein, parce que justement, on en parlait ce midi, mais Tchernobyl, regarde ce qui s'est passé. Bah oui, mais regarde Tchernobyl, il y a eu l'accident, tout le monde s'est barré. Maintenant, tu retournes là-bas, c'est une jungle, on dirait The Last of Us ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas durable. La notion de durabilité, c'est comme si on prend nos champs de blé. Nos champs de blé, on les récolte. Si tu fais rien, l'année d'après, t'as pas un champ de blé. Donc ça, c'est l'inverse de la durabilité, quoi. Alors qu'une forêt comestible, effectivement, ta forêt, même si tu n'en occupes pas pendant plusieurs années, elle va rester une forêt et il y a un semblant d'organisation un équilibre donc ça, c'est quelque chose de durable. Et si on s'inspire du modèle qui est effectivement en Europe de l'Ouest, un des modèles principaux de la permaculture, c'est la forêt.
Une forêt, elle est vivante, elle est durable et elle est résiliente. On s'en occupe pas, on l'arrose pas, on met pas d'engrais, ça marche tout seul, quoi. Et la résilience, ça c'est un point très important. On aborde très souvent en permaculture. C'est quoi la résilience? On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Mais... Résister au choc. Ouais, résister au choc. Pas que, mais il y a cette idée. Pour revenir à un état stable. Retrouver un état stable, un état d'équilibre. Capacité à s'adapter. Ouais, vous avez presque tout dit, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça, la résilience, c'est la faculté d'un système à retrouver un état d'équilibre après un choc ou une contrainte. Et on dit bien un état d'équilibre. C'est pas le même que celui de départ forcément. C'est la même idée que le chêne et le roseau. Hein, le chêne est très résistant, donc il résiste au choc. Bon, si ça dépasse sa capacité, crac, voilà, il va pas se redresser. Le roseau, lui, par contre, il encaisse les chocs. Alors là, il n'y a pas de problème, très souple, très flexible. Mais bon, bah, il reste tout le temps au même endroit. Et si l'endroit où il pousse, bah, demain il n'y a plus d'eau, et bah, il meurt. Donc, il est flexible sur certains trucs, mais pas sur tout. Et pour comprendre l'idée de la résilience, c'est un constat, hein, mais dans la permaculture, c'est pour ça que les fondateurs ont fait ce constat-là. Mais il faut imaginer qu'on a un bol et au milieu on a une petite bille. Et donc dès qu'on a des chocs, des choses qui se passent dans notre système, on met des petites pichenettes sur notre bille, donc elle se balade. Bon, bah si vous mettez une très grande pichenette, votre bille va peut-être sortir de son bol. Et bah si elle sort de son bol et que autour de ce bol, il y a plein de petits bols différents, elle va retrouver un autre bol, et elle va retrouver un état d'équilibre. Ça, c'est un système qui est résilient. Le problème, c'est que nos sociétés, elles sont toutes sauf résilientes. Elles ont une forte capacité à encaisser les chocs, à résister, etc. Mais en vrai, on se rend bien compte que comme on a construit nos sociétés comme une pyramide à l'envers, en bas, il y a la biodiversité, les ressources fossiles, etc. Quand on grignotera beaucoup trop ça, au bout d'un moment, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Alors, il y a quelques années, quand moi je disais ça, on me regardait comme un hippie luberlu. Bon, là, on en a quand même vu. On a vu des conséquences aujourd'hui. Quand il y a eu le prix de la pompe qui a explosé, pendant le Covid aussi, les gens qui ont acheté des montagnes de PQ, etc. On voit que clairement, on manque de résilience dans nos écosystèmes. Donc, c'est ça qui est important en permaculture. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et effectivement, c'est de créer de façon consciente des écosystèmes vivants, durables et résilients. Et après, pour le faire, on ne va pas réinventer la roue, on va simplement imiter ce qui se passe et ce qui marche le mieux. La nature, ça fait, le vivant, ça fait plus de 200 millions d'années qu'il travaille sur le sujet et il a trouvé plein de solutions. Et donc la forêt, effectivement, ça peut être une belle source d'inspiration, mais il y a plein d'autres choses. Et donc ça, c'est tout ce qu'on retrouve derrière les principes de conception en permaculture. C'est trouver les règles simples qui permettent d'imiter la façon de fonctionner du vivant. Et pour finir, la dernière partie de la définition, on ne fait pas des écosystèmes pour faire des écosystèmes, même si ça peut être très beau, hein, on est d'accord. Avant tout, il faut que ça puisse répondre aux besoins des humains, besoins matériels et immatériels. Et souvent, c'est là qu'on comprend que la permaculture, c'est bien plus vaste que simplement le jardin. Parce que les besoins matériels, c'est quoi par exemple? Manger, c'est un des premiers, facile. Boire, ok. Se reposer, donc mettre un toit sur sa tête par exemple aussi. Quoi d'autre? La bière, ouais, c'est ça, l'énergie. Donc l'énergie, c'est aussi comment on collecte, on utilise de l'énergie de façon vivante, durable, résiliente. Pareil avec les habitations. Donc ça, voilà, les besoins matériels, on les connaît assez bien souvent. Et dans les besoins immatériels, qu'est-ce qu'il y a? L'affect. L'affect? La tendresse. Ouais, les relations. Donc ouais, comment on relationne entre nous, comment on s'organise. Donc ça, toute la gouvernance, tout ça, ça rentre dans la permaculture. Quoi d'autre? Spiritualité, ouais, ça peut rentrer dedans, c'est ça. Avec la beauté, la poésie. Ouais. Ouais, le bien-être, la santé, ouais. Mais aussi plus pragmatique, quand tous les jours vous allez quelque part pour acheter quelque chose. Voilà, comment on échange des biens et des services. Est-ce qu'il n'y a que l'argent? Est-ce qu'il y a du troc? Est-ce qu'on peut faire des systèmes d'échange? Est-ce que... En fait, voilà. Donc, en fait, tout ça, on se rend compte que ça rentre dans le cadre de la permaculture. Et l'idéal, c'est d'arriver à construire des écosystèmes qui peuvent répondre à tous ces besoins-là pour des petites communautés, des petits collectifs, quoi. Ce serait envisageable d'avoir une monnaie de l'Oasis? On a déjà la graine de Montpellier. Alors, on va pas recréer une monnaie tout de suite, mais ouais.
Mais ouais, on a une monnaie locale à Montpellier, ouais. Nous, on l'utilise, ouais. Donc voilà, ça c'était un petit rappel, hein, pour qu'on reparte tous sur la même base. C'est ça. Quand je parle de permaculture, moi je parle de ça. L'éthique, du coup, ça c'est le cœur de la permaculture. En gros, c'est les trois grandes questions de... l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. En gros, c'est qu'est-ce qui va me mouvoir. On peut souvent le rapprocher des valeurs, mais c'est pas une morale. Une éthique, c'est plutôt ce qui va guider nos comportements. Et donc les trois principes éthiques de la permaculture, ils sont assez simples. Le premier, c'est prendre soin de la terre. Donc là, prendre soin de la terre, ici à l'Oasis, on le fait plutôt pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on vous enseigne un maximum de comment prendre soin de la terre. Le deuxième, c'est prendre soin des humains. Celui-là, il est en deux parties. Le premier, c'est prendre soin de soi. Et le deuxième, c'est prendre soin des autres. Dans cet ordre-là. Pas dans l'autre sens. Parce qu'on a tous tendance plutôt à le faire dans l'autre sens. Je suis désolé, je mets mes lunettes. Je commence à être ébloui. Souvent, ouais, on prend soin des autres. Et puis, en fait, on s'oublie un peu trop longtemps. Et puis après, bah, ça craque un peu à un moment la machine. Et puis là, on comprend, ah, c'est ça, prendre soin de soi, en fait. Donc ça, on ne nous l'apprend pas. À l'école ou dans nos sociétés, on ne nous apprend pas ça. Bon, bah, voilà, ça, c'est le principe. Si vous prenez soin de la terre et que vous preniez bien soin des hommes, des humains, et bah, le troisième principe, il découle tout de suite. On crée l'abondance, il n'y a plus qu'à partager équitablement. Les surplus, les ressources, tout, en fait. Que ce soit matériel ou immatériel. Là, par exemple, ce que je vous partage, bah, c'est immatériel. C'est le savoir, la connaissance. Donc, on peut produire l'abondance de plein de façons différentes. Donc ça, c'est les trois principes éthiques. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que ça peut permettre de servir de guide à la fois pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Par exemple, tout ce qu'on fait autour de nous, tout ce qu'on achète, on peut se poser ces questions. Est-ce que ces principes éthiques, finalement, ils sont pris en compte, ils sont respectés ou pas? Voilà. Est-ce que le label bio, par exemple, c'est quoi le principe éthique derrière le label bio? Donc si on n'utilise pas de pesticides, a priori on est plutôt dans ce principe-là, prendre soin de la terre. Je crois que dans la bio, on prend soin des humains. C'est pas sûr. Vous êtes déjà au fin fond de l'Espagne, là où il y a des champs de serre de plastique, où il y a des immigrés qui travaillent pour nous faire des tomates en plastique qu'on récupère dans le supermarché. En fait, c'est pas automatique. C'est ça, c'est comme ça évolué. Voilà. On voit que déjà sur prendre soin des humains, C'est pas sûr, ouais. c'est pas vraiment bien écrit dans le label, quoi. Voilà. Mais le label, c'est du greenwashing. Moi, je parle du bioéthique. Pas totalement. Alors peut-être la bioéthique, mais bon, quand tu achètes du bio, c'est la même étiquette verte du label européen, tu sais pas s'il est plus ou moins éthique et tout. C'est Mais d'ailleurs, il y a plein comme de quoi, labels voilà, différents. juste pour vous dire, ça fonctionne comme ça. On nous vend des labels, des choses qui sont censées représenter une éthique. Ouais. Bon, Pas vraiment. voilà. Si vous voulez travailler un peu plus sur le partage équitable, vous avez peut-être du fair trade et du commerce équitable. Bon, on est d'accord que c'est toujours ceux qui sont à la tête de l'entreprise qui en prennent le plus et on en donne un poupounième de plus aux producteurs. Bon, si c'est ça la notion d'équitabilité, c'est un peu limite quand même. Mais voilà, globalement, en fait, si on regarde autour de nous, il y a très très peu d'industries et de choses qui fonctionnent qui vont respecter ces trois principes éthiques. Alors qu'en vrai, c'est faisable. L'Oasis, nous, on s'efforce de le faire au maximum. En fait, il n'y a pas. C'est tout à fait envisageable. Par contre, ça demande un changement clair de mentalité et aussi de façon dont on fonctionne. Dans un système capitaliste néolibéraliste, c'est compliqué de partager équitablement les productions, quoi. Il y a des coopératives, on peut faire des choses, donc ça existe, il y a des solutions. Mais en tout cas, voilà, c'est un cadre qui peut permettre de se poser des questions dans sa vie de tous les jours, même pas forcément quand on est tout le temps dans le jardin. Est-ce que ce que je fais au jour le jour, c'est plus ou moins permacole? Après, on trouve des compromis, hein. On va pas être des ayatollahs, ça sert à rien. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu compliqué. Sinon, on s'isole et on est triste. Voilà, donc, ça c'était pour vous remettre un peu dans le bain. Maintenant, je vous parle un peu de la méthode qu'on va utiliser. Donc, elle s'appelle Obredim ou Vobredim. Elle a plusieurs noms. Mais donc, moi j'aime bien l'utiliser avec le Vobredim parce que le V, souvent, il est oublié. Et ce V, en fait, il veut dire quoi? C'est pour vision. En fait, quand on commence un projet, peu importe n'importe quel projet, en fait, cette méthode, vous pouvez l'appliquer même si vous voulez construire un bâtiment, hein. Mais là, on va parler d'écosystème permacole. Si vous n'avez pas de vision, c'est un petit peu compliqué de mettre en place derrière des choses pour savoir vraiment à quoi vous allez aboutir.
Et quand on questionne 100 projets, généralement, ou 100 personnes qui ont envie de faire des projets, et bah 90%, cette partie-là, eh ben, ils l'ont complètement oublié. Ils sont déjà tellement rentrés dans ce qu'ils vont faire, le détail, le machin, le etc. et tout. En fait, ils ont oublié ça. Alors, dans un premier temps, ça peut aller, c'est pas très grave. Le seul problème, c'est que si votre projet commence à marcher, il y a des gens qui vous rejoignent. Donc c'est cool, vous avez des copains. Ah ouais, super. Sauf qu'il y en a un, il est arrivé, il dit ah, mais moi je croyais qu'on faisait ça. Puis l'autre dit ah bah non, moi je pensais qu'on faisait ça. Ah bah non, je pensais qu'on allait là. Donc, voilà. Donc, quand on parle du putain de facteur humain, là, le PFH, et bah souvent ça peut venir de là en fait. C'est que ben, si dès le départ on n'a pas été très clair sur là où on allait, bah, c'est un peu plus compliqué derrière de régler le gouvernail. Et là-dessus, bah, il y a plein de méthodes. Donc c'est pour ça j'ai mis a priori, a posteriori. Effectivement, ça arrive. Et nous, ça a été le cas à l'Oasis. La vision, on l'a vraiment bien reclarifié a posteriori, après quelques années. A priori, il y avait déjà une vision, hein, parce qu'on avait écrit plein de documents, plein de trucs, etc. Mais il n'y avait pas un truc qu'on avait appelé vraiment une vision. On a quand même l'objet de l'association, qui était quand même très vaste, qui donnait un cadre, mais c'était très 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 généraliste. On pouvait l'interpréter peut-être de plusieurs façons. Donc nous, par exemple, à Oasis, c'est a posteriori qu'on a clarifié la vision. A priori, bah, c'est par exemple, avant de commencer vraiment mon projet, moi j'ai une vision. Je veux aller là, quoi. Donc ça. Après, il y a aussi bah, top-down, bottom-up. Désolé pour l'anglicisme. Ça serait montant-descendant ou descendant-montant. Je ne sais pas comment le traduire en français. Mais c'est l'idée que, bah, effectivement, ça peut être le big boss qui dit la vision, c'est ça. Et donc ça redescend. Donc ça, c'est top-down. Ou l'inverse, bah, ça part d'en bas. C'est les gens qui se disent ah, mais en fait, ça serait pas mal que. Et puis, ça remonte et en fait, ça devient quelque chose de collectif. On peut aussi utiliser par exemple des cercles de parole pour bah, essayer ça peut être plein de façons, voilà. Là, oui, faut pas se fermer, hein. On peut tout faire. Il y a des méthodes assez connues, comme l'ikigai, ça peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est un concept japonais, là, les 4 cercles, avec ce que je suis, ce que j'aime, voilà, en quoi je suis bon, etc. Et puis au centre, il y a l'ikigai. Bon voilà, ça c'est un peu votre cap de vie. Donc ce que je vous raconte aussi là, hein, en design de vie, c'est ce qui est utilisé. Hein. Le design de permaculture appliqué à l'humain, permaculture humaine, parfois appelée comme ça dépend. C'est ces mêmes méthodologies qu'on peut utiliser, s'appliquer à soi-même, à son chemin de vie. Et le rêve du dragon, nous c'est ce qu'on a utilisé pour écrire la vision de l'Oasis. C'est une méthode aussi qui permet de se projeter un peu dans le futur et de s'imaginer dans 20 ans et on parle au présent et on parle au jeu et on se dit voilà je vois et hop. Alors là ça permet de vraiment et oui je l'ai juste après ouais. Donc l'ikigai voilà ça ressemble à ça, ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes doué et entre vous avez des voilà différents cercles qui vont se recouper. Donc c'est intéressant avec l'ikigai, c'est que très souvent, quand on envisage notre vie, par exemple ce qu'on aime bien faire et pour lequel généralement on est assez doué, c'est ce qu'on appelle nos hobbies, nos passions. Bon, c'est bien, mais en fait une passion, c'est un talent, quoi. En vrai, on peut le mettre à profit. Il y a des artistes par exemple qui gagnent leur vie en étant artistes. Donc, et c'est vrai que souvent on a tendance à opposer. Pareil, notre profession, bah voilà, on nous paye pour faire quelque chose et généralement c'est quelque chose dans lequel on est plutôt doué. Sinon, bon, voilà. Sinon, il y en a qui perdent dans le deal, quoi. Mais voilà, et c'est de se dire, bah, parmi tous ces différents vocabulaires et c'est un peu ces choses qu'on sépare, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose au centre? Donc ça, c'est un grand changement de paradigme, hein, parce qu'on ne grandit pas dans ce monde-là, hein, de trouver sa place où on peut réunir tout ça. Mais il y a des ateliers hein, régulièrement hein, sur l'ikigai qui sont proposés sur Montpellier et tout. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est en deux séances, je crois, de 2 heures. Enfin, c'est assez chouette. Et Denis. Ouais, Edeni, c'est ceux qui le font le plus, ouais. Le rêve du dragon, l'idée du rêve du dragon, c'est qu'en fait, il voit les projets et les projets humains et tout ce qu'on fait aussi comme des cycles. Donc ça, c'est une idée qu'on revoit très souvent dans la philosophie asiatique, etc. Et donc ça commence par le rêve, la vision.
à partir du rêve, généralement, on fait un plan d'action. Et généralement, dans cette méthode, ce qu'ils disent, c'est que si vous partez de 1000 rêves, sur les 1000 rêves, il n'y en a que 100 qui vont passer à l'étape de plan d'action. Sur les 100 projets qui ont fait un plan d'action, il n'y en a que 10 qui vont passer vraiment à l'action. Et sur les 10 qui passent à l'action, souvent, en fait, la plupart restent dans l'action. Et ils sont coincés dans leur cycle. Et il y en a rarement un qui passe à l'étape de célébration. Et parce qu'en fait, il n'y a que quand on passe par l'étape de célébration qu'on peut repartir sur un cycle de rêve, etc. Quand on est bloqué dans l'action, on est bloqué dans l'action. Et en fait, on s'enferme dans un truc et on ne peut pas recréer quelque chose de nouveau. Alors qu'en fait, dans la nature, on le voit bien, c'est un perpétuel renouvellement. Et donc, les sociétés, tout ce qu'on crée et la façon dont on s'organise devrait fonctionner de cette manière-là. Alors, célébrer, ça ne veut pas dire faire tout le temps la méga teuf, hein, mais ça peut être tout simplement, on travaille ensemble avec des personnes, etc. On finit une tâche et à la fin, on se dit juste, putain, c'était cool, on a bien bossé, c'était sympa, on peut être fier de ce qu'on a fait. Je sais pas si vous faites souvent ça, mais c'est pas quelque chose qui nous apprend beaucoup à faire. Moi, je l'ai vu faire à la fin d'une réunion de conseil de quartier par Ah bah, une personne Ouais, qui a célébré ce qui s'était passé et remercié les animatrices et tout. Ouais. Et ça m'a arrêté, j'ai fait ah, ouais. d'accord. C'est super puissant en fait. C'est super puissant, ouais. Ouais. C'est fort, hein, Ah ouais. célébration. Donc voilà, Ça, c'est l'idée du propre à rêve de la- dragon, propre c'est à la ça. permaculture aussi. Non, ça c'est une autre méthodologie qui existe, qui a été utilisée pour le monde du travail et plein d'autres trucs. C'est de l'organisation des sociétés, de gouvernance, etc. Et pourquoi ça s'appelle le rêve du dragon? Parce que les dragons, c'est pas gentil, ça crache du feu et tout, c'est pas sympa les dragons. T'en as vu souvent toi des dragons? Ah, sur les livres d'images d'enfants, plein. Ah ouais, C'est puissant. C'est comme les loups, hein, ils sont jamais C'est la gentils dans les symbolique. histoires. Dans les histoires d'enfants. La symbolique du dragon c'est quand même puissant, ouais, Ouais, derrière. c'est Mais- intelligent, ouais. plus que cracher du feu. Ils ont La plein de force. symboles, les dragons. Voilà, donc ça je vous ai expliqué. Hop. Et maintenant, voilà, ça c'est pour vous. Et les Bah, cercles de parole, t'as plus de topos sur le cercle de Non. parole pour créer une vision? Non, pas nécessairement. Mais dans les cercles de parole, en fait, ce qui est intéressant comme outil, c'est que par exemple, là j'avais montré a priori, posteriori, top down, bottom down. Les cercles de parole, en fait, ça permet par exemple de gérer la parole. Donc tu peux donner un bâton de parole ou tu peux créer des règles où chacun a 5 allumettes. Et donc à chaque fois que tu parles, tu jettes une allumette. Et t'as pas le droit de reprendre des allumettes tant que toutes les allumettes de tout le monde n'ont pas été jetées. Il y a plein d'outils comme ça qui font que dans les cercles de parole, tu peux en fait réguler la façon dont les gens vont s'exprimer et permettre d'entendre tout le monde si tu as envie d'entendre tout le monde ou parfois créer des petits groupes pour travailler sur des thématiques. Enfin, ouais, c'est très vaste les cercles de parole en fait. Mais il y a plein d'outils qui existent justement que simplement faire des réunions comme on a l'habitude où il y a voilà, le boss ou je sais pas quoi qui présente un truc et tout le monde est là. Oui, il y en a plein. Et il y en a un qui fait un compte rendu et puis à la fin de la réunion on dit bah quand est-ce qu'on fait la prochaine réunion pour parler de la réunion. Ouais. C'est terrible. Ouais. Oh là là. Donc non ouais On c'est est très arriéré à ce niveau-là. Oui, un peu, ouais. oui. L'union Ah bah en France la réunionite c'est quand même un problème ouais. Zoom n'a pas aidé non plus. Alors je vous lis juste la vision qu'on a écrite avec tout le CA et l'équipe OP, ça c'était il y a 2 ans maintenant. Donc ça c'est voilà, ça c'est notre vision, c'est notre rêve. Voilà. Donc nous rêvons d'oasis refuge ouverte à toutes, dans le respect des écosystèmes permettant d'accéder à des savoirs partagés et à une reconnexion au monde du vivant afin de favoriser une transition intérieure. L'épanouissement et le pouvoir d'agir ainsi retrouvés génèrent une agroéconomie sociale et solidaire centrée sur l'être et le faire ensemble, en mesure de rayonner sur les villes et les campagnes. Bon, c'est assez vaste, mais c'est assez précis. Donc par exemple, très concrètement, si quelqu'un demain arrive à l'Oasis et se dit « Ah, c'est chouette votre truc, j'ai vu qu'on pouvait faire un abonnement, je sais pas quoi et tout. Moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien récupérer un panier de légumes tous les jours. » Bon, elle lit la vision de l'Oasis, elle voit bien que c'est pas vraiment ce qui est écrit dans le projet. Globalement, on ne cherche pas à aller vers là. Sinon, on aurait écrit autre chose dedans. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une vision très claire et qu'elle soit affichée, que tout le monde puisse la voir, tout le monde puisse plus ou moins la connaître, en tout cas avoir l'idée de qu'est-ce qu'on fait ici ensemble, pourquoi on est ensemble, parce que sinon, ça sert à rien de se mettre ensemble si on ne sait pas vraiment où on veut aller. Donc voilà, cette vision, peut-être que dans 5 ans, elle sera différente. En fait, si on fait notre cycle,
Elle peut à chaque fois évoluer, changer, etc. C'est pas quelque chose de fixe. Bon, ça c'est la charte éthique, elle est aussi là, mais je ne veux pas vous la lire. Bon, ça reprend un peu la permaculture, etc. Les 3 principes éthiques. Et on en arrive à Obredim. Donc voilà ce petit acronyme. Alors on pouvait rajouter le V devant, hein, de vision, vous avez bien compris que c'était important. Donc, maintenant que vous avez votre vision, donc imaginons, vous arrivez ici, hop, et vous voulez faire quelque chose. Donc nous, quand on est arrivé ici, on était dans le parc du château, on a vu cette parcelle de vigne. Bon, voilà, c'est une parcelle de Syrah en monoculture qui était là depuis 40 ans. Bon, bah, dans notre tête, on voyait ce que vous voyez là. Voilà. Et très rapidement d'ailleurs, quand on a dessiné des bidules sur des bouts de papier, bah, ça ressemblait quand même très globalement à ça. Donc ensuite, bah, on a mis un plan d'action pour arriver à ça. Première chose qu'on fait, nous ici quand on est arrivé, bah, en fait on arrive sur un terrain qu'on ne connaît pas, un climat que nous on ne connaissait pas trop, à part Germain qui était plutôt du coin, nous on était plutôt de la région parisienne, Normandie, on ne connaissait pas forcément bien ce climat, ni ce terroir, parce que là on est sur les graines Montpellier, c'est quand même un terroir très particulier, sablo-limoneux, voilà, donc avec une monoculture de fruitiers qui était là depuis très longtemps. Bon. Bah, quand on arrive sur un terrain, la première chose à faire, c'est se poser des questions et observer ce qui se passe. Dans ce qu'on va regarder, bah, déjà, c'est comment est foutu notre terrain. Est-ce qu'il est tout plat? Est-ce qu'il est vallonné? Est-ce qu'il y a des creux, des bosses? Comment sont les pentes? Tout ça. Ça, bah, on peut aller voir sur des cartes IGN. On peut voir des cartes avec des contours. Où on voit donc la topographie. On peut voir effectivement s'il y a des zones qui sont plutôt en pente. Tout ça, ça va être intéressant à observer parce que c'est des choses que derrière on va pouvoir valoriser. En permaculture, un terrain en pente, ou un terrain qui a de la forme, bah, c'est super intéressant. On préfère d'ailleurs avoir des terrains comme ça que des terrains tout plats. En fait, un terrain tout plat, bah, c'est un peu monotone, on ne peut pas faire grand chose. Dès qu'il y a des pentes et des choses et des bidules, eh ben, on peut faire circuler de l'énergie, on peut faire circuler de l'eau, on peut faire plein de choses. On va regarder bah, aussi bah, tout ce qui se passe déjà sur notre terrain. Donc la règle de base, normalement, c'est 1 an d'observation. 1 an, c'est long. Hein. Pourquoi 1 an? Bah, parce qu'en fait, pendant toute l'année, c'est pas les mêmes plantes qui vont pousser, c'est pas les mêmes insectes qui vont arriver, c'est pas les mêmes animaux qui vont être là. Le soleil en été, bah, la course, elle est beaucoup plus grande. Le soleil en hiver, elle est beaucoup plus basse, et ainsi de suite. Et donc tout ça, il faut pouvoir l'observer. Par exemple, la pluie. Si vous regardez simplement sur Internet, et puis vous voyez, ah bah, à Montpellier, il pleut tant de millimètres par an. D'accord, mais quand est-ce qu'il pleut et comment? Bah, ça, c'est important en fait. Parce que chez nous, quand ça tombe, ouais, voilà. Donc, si vous voulez collecter de l'eau de pluie pour remplir vos cuves, pour arroser votre jardin, bon, bah là, va peut-être falloir revoir votre copie. Ça marche peut-être dans d'autres climats, d'autres régions. Chez nous, il va falloir avoir des cuves vraiment énormes parce que ça ne marchera pas. Donc ça, toute cette observation, ça va être très très important. On va regarder aussi dans la faune et la flore, on va s'intéresser aussi aux risques. C'est-à-dire, bah, si vous avez des sangliers qui traînent dans le coin, bah, avant de planter quoi que ce soit, il va peut-être falloir penser à mettre une clôture. Parce que sinon, tout va être potentiellement détruit très rapidement. La flore, c'est pareil. S'il y a des plantes invasives qui sont sur votre terrain, bah, c'est mieux de s'en occuper au début et de se battre avec au début avant d'installer des arbres, un potager, etc. Parce que bah, après, une fois que ça commence à s'installer, vous allez vraiment galérer. Donc ça, quand je dis les risques, c'est des choses avérées. Hein. Il y a vraiment des plantes qui sont plus qu'enquiquinantes. Il y a vraiment des plantes, si vous les laissez faire, c'est l'enfer. Quoi. Par exemple, l'élan glanduleux, qu'on voit beaucoup sur les bords de route en ce moment dans la région qui envahit la France, cette espèce d'arbre qui est capable de pousser quasiment de 5 mètres par an, bah, c'est un truc qui drageonne, enfin, vous le laissez faire, et là en ce moment il le laisse faire partout à Montpellier, sur tous les bords de route. L'élan glanduleux, espèce d'arbre qui pue là, un peu la crotte de chien. Et alors c'est très intéressant parce qu'effectivement ça pousse très bien, sauf qu'il y a quelques années on vendait ça comme un arbre décoratif parce que ça poussait bien, ça prenait de la place, etc. Mais ça a créé une catastrophe. Bon bah si vous avez des choses comme ça sur votre terrain, parce que ça pour s'en occuper, là il faut y aller quasiment au bulldozer. Hein. Il faut aller avec une pelle et tout déterrer, tout enlever parce que sinon vous laissez la moindre racine, ça repart et c'est l'enfer.
Donc voilà, ça, bah, vous avez un an pour vraiment regarder s'il n'y a pas quand même quelque chose sur votre terrain qui, dans 5 ou 10 ans, va vraiment vous poser un gros problème. Le sol, alors, ouais, c'est ça, élante, ouais. Donc le sol, bah ça c'est important, hein, dès que vous arrivez, hein, vous prenez un petit bocal, hop hop hop, vous regardez votre sol, vous le touchez, vous le sentez, vous pouvez le goûter, vous regardez s'il y a de la vie, tout ça. Bon ça, on vous en parle beaucoup avec Max. Donc ça, effectivement, c'est essentiel, parce que si notre sol, bah, il n'est pas du tout vivant et qu'on a prévu de faire des légumes, bon bah, on sait qu'il va falloir faire d'autres choses. Donc tout ça, on le note. On note toutes nos observations. Le vent, comment sont les vents dominants? Est-ce qu'ils sont toute l'année? Est-ce que potentiellement ça peut créer des problèmes? Est-ce que du coup, bah, il va pas falloir mettre des coupes-vents, donc planter des arbres qui vont nous permettre de réguler un peu ce risque-là? Les pluies, l'écoulement des pluies, l'ensoleillement, je vous en ai parlé. Voilà. Donc globalement, il y a quand même beaucoup de choses à observer avant de faire quoi que ce soit. Bon, nous, vous doutez bien, on n'a pas attendu un an avant de faire quoi que ce soit. On était trop motivés, on est parti très vite. Bon, bah oui, c'est juste que quand on dit il faut un an, c'est parce que la permaculture, ça vient d'Australie. En Australie, vous achetez un lopin de terre, vous pouvez acheter 20 hectares très facilement, mais c'est au fin fond du bush, à Pétaouchnok, et la prochaine ville ou le voisin d'à côté, il est à 40 km. Donc bah oui, là, effectivement, vous arrivez en terrain inconnu. Nous, on est arrivé ici. Bon, bah Henri, lui, ça fait 50 ans qu'il vit ici. Donc on avait posé des questions à Henri et il nous a tout dit. Ah bah ouais. Le soleil est comme ça, la pluie est comme ça se lève là, ça se couche là. Quand c'est noir là-bas, bah, il va pleuvoir. C'est super quoi. Donc, Parce qu'il y a des événements climatiques qui ne sont pas fréquents. exactement. Donc quand ça fait 50 ans qu'on est sur place, effectivement, généralement, on a un bon recul quand même. Donc on peut aussi avoir le résultat de cette observation en demandant à nos voisins, aux gens qui sont là, etc. Et au niveau cycle biologique de la faune et de la flore, qu'est-ce que vous avez observé ou qu'est-ce qu'on vous avait dit? Bah, sur la flore, par exemple, on a fait un diagnostic floral au tout début avec un ami de Germain qui avait recensé d'ailleurs 112 espèces florales sauvages au départ. On n'avait pas vu justement de plantes trop catastrophiques, à part le muguet de la pampa, qui était déjà dans le parc et à droite à gauche, mais pas vraiment encore sur la parcelle. Bon, le chien-dent, c'est chez nous, je sais pas si ça fait partie du décor, hein, on fait avec. Mais ouais, on avait observé tout ce qu'on pouvait. Et pour la faune, bah, on savait qu'il y avait Gramont qui était pas loin, donc il y avait des risques peut-être de sanglier, mais c'était très faible. Mais par contre, lapin. Dans les vignes, lapin. Donc direct, ils nous l'ont dit. C'est pour ça qu'on a commencé à creuser des tranchées, à mettre du grillage à 50 cm. C'était la première chose à faire avant même de planter quoi que ce soit et de faire un jardin. C'est pour ça qu'au début, bah, le jardin, il faisait que 400 mètres carrés, parce que déjà, faire la tranchée sur 400 mètres carrés, c'était balèze. Et puis quand ça a un peu grossi, au bout de 6 mois, on a envisagé d'agrandir le jardin. Et bah du coup, on a fait une autre tranchée pour faire toute la parcelle, jusqu'à ce que bah, tout le jardin soit finalement grillagé. Ah, c'est pour ça que Voilà. Mais on n'en voit jamais des lapins. Ah si. On en a déjà vu dans le jardin parfois, c'est rare, mais des petits. Mais ouais, si, il y en a. Il y en a. Après, on a beaucoup de buses et de faucons qui veillent au grain, mais ils sont là quand même, nos lapins. Il y a un petit pommier là dans les vignes qu'on a planté l'année dernière, il s'est fait grignoter un petit peu le bas. C'est pour ça qu'on a mis des fourreaux aussi sur tous les arbres qu'on a plantés. Alors, observation. De toute façon, hein, vous savez, observer, interagir, premier principe de la permaculture. On l'applique. Ensuite, on va s'intéresser au B. B, c'est bordure ou limite. Donc, c'est tout ce qui va soit être des bordures physiques, donc de notre terrain, etc., ou des limites à notre projet. Donc là-dedans, on va regarder effectivement comment est définie notre parcelle, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit, est-ce que j'ai beaucoup d'argent, c'est quoi ma limite financière. Nous, quand on a commencé le projet, on n'avait pas quand même beaucoup de sous, mais on savait qu'on avait un peu de réserve pour se donner un an au moins sur le projet sans gagner d'argent. Qu'est-ce qu'on a déjà comme matériel disponible, enfin plutôt, quel matériel on aurait besoin, qu'est-ce qui va nous limiter. Le voisinage, c'est un point important, parce que c'est pas toujours vu du bon oeil, hein. Quand vous débarquez, vous dites on va faire un projet permacole, ça dépend où vous êtes, mais c'est pas toujours bien reçu. Donc ça, faut le prendre en compte. Comment on amène le projet,
comment on va impliquer les gens dedans, etc. Tout ça, il faut y penser avant même de commencer. Parce que sinon, ça peut vite se finir en guerre de voisinage et c'est pas très agréable. L'accès, donc quels sont les accès à mon terrain en fonction des observations que j'ai fait avant. Par exemple, s'il y a des risques d'incendie à un endroit et que le seul accès de mon terrain il passe par cet endroit, je vais peut-être réfléchir à avoir un deuxième accès ailleurs au cas où. Ça peut être intéressant. Et les limites immatérielles, ça va être tout ce qui est de l'ordre des compétences. Par exemple, je veux faire un potager, mais moi en fait je peux faire pousser des radis. Donc ok, je le note, c'est tout. J'aimerais bien faire un potager, c'est dans notre vision, mais moi je sais pas le faire. Législation, ça c'est très important en France, savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, pour au moins savoir comment on peut le contourner des fois. Mais c'est vrai que faut se poser les bonnes questions. Non mais c'est vrai que c'est important parce que la législation en France, il y a des gens qui parfois, en voulant bien faire, donc se sont bien renseignés, ils savent ce qu'ils peuvent faire, pas faire, et ils ont déclaré quelque chose qu'ils voulaient faire, et en fait, comme ils l'ont déclaré, pam poum, ils se sont fait complètement... Alors que d'autres personnes qui savaient très bien que là c'est limite, fallait pas trop... Ils ont rien dit, ils ont fait discrètement, et au bout d'un moment, en fait, parce qu'ils ont montré, et puis ils ont été acceptés, ça passe pas. Je dis pas qu'il faut désobéir, je dis juste qu'il faut au moins connaître le cadre. Comment on fait sur le vin? Sur le vin, comment ça? Il y a une taxe normalement. Ah non, parce qu'on ne vend pas de vin. On le consomme sur place, c'est un bar associatif. Le bar associatif, c'est un statut particulier. Et en France, en fait, tout ce que tu peux faire fermenter, c'est un processus naturel. Tu peux pas empêcher un processus naturel. Donc, tu peux pas empêcher ton vin de fermenter. Donc, tu peux pas... Voilà. Donc, Oh, vive les levures! le seul truc, c'est que par contre, si on vendait notre vin à l'extérieur, dans un magasin où que les gens repartaient avec, etc. et tout, là, effectivement, oui, l'État nous demanderait une taxe sur l'alcool. Mais dans le cas présent, tout ce qui est catégorie, je sais plus là, en dessous de 15 degrés en gros, tout ce qui est cidre, vin, machin, etc., tout ça, tant que ça fermente, tu peux y aller. Et aussi une autre limite qui est pas des moindres, c'est le temps disponible. Combien de temps j'ai à consacrer à ce projet? Est-ce que je peux me mettre à plein de temps dessus? Ou est-ce que ça va être de temps en temps? Ou est-ce que je vais être à mi-temps? Ça, c'est des facteurs très importants. Tout ça, on le note. Donc là, c'est vraiment juste pour l'instant, on fait un état des lieux. J'ai observé, je note toutes mes limites. Ensuite, on note maintenant nos ressources. Qu'est-ce que j'ai? Parce que là, on a vu tout ce qui nous manquait pour arriver à notre projet. Maintenant, on va se poser des questions aussi de savoir qu'est-ce que j'ai déjà. Est-ce que je suis tout seul? Donc, il faut que je cherche des partenaires pour lancer mon projet. Ou est-ce qu'on est 4 copains un peu survoltés? Voilà, c'est pas la même chose quoi. Donc ça on l'écrit, voilà, potentiellement, tant de personnes, il y a papa, maman, ils peuvent m'aider des fois le week-end. On va regarder aussi tout ce qui est à disposition en termes de matériaux, de matières organiques autour de nous. Donc ça c'est quelque chose qu'on a regardé très rapidement nous, parce que l'Oasis par exemple, on est vraiment dans le cadre de l'agriculture urbaine. Et l'agriculture urbaine, une de ses premières fonctions, c'est de revaloriser tous les déchets de la ville. Donc une ville, c'est fantastique pour ça. Pour nous, c'est une énorme opportunité. Il y a plein de trucs qui sont jetés à droite à gauche. Et en fait, c'est juste des ressources qui sont mal placées. Donc on a regardé où est-ce qu'on pouvait récupérer des palettes, où est-ce qu'on pouvait récupérer de la sûre, où est-ce qu'on pouvait récupérer du broyat, où est-ce qu'on pouvait récupérer du fumier à Gramont, etc. Voilà, tout un tas de trucs. Le parc du château. Le parc du château, il taille souvent les végétaux. Tout ça, on peut récupérer. Il y avait des tas de bois qui traînaient derrière le château. Ça nous a permis de faire les premières planches de culture, etc. Voilà. Tout ça, on regarde. Les sous, voilà, les sous qu'on a à disposition. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des limites. En gros, c'est j'aurais besoin de ça. Voilà. Là, déjà, on regarde simplement, ok, qu'est-ce que j'ai déjà? Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et ensuite, l'eau et l'énergie. Ça, c'est super important. L'eau, principalement. Parce que sans eau, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vie. Donc, quand vous vous intéressez à un terrain, dans vos observations, forcément, l'eau, c'est un des premiers trucs à regarder. On peut le mettre dans une limite. Ah ouais, limite ressources. Ouais, là, c'est de savoir ce que tu as déjà. Par exemple, tu peux très bien savoir que sur ton terrain, tu peux avoir un accès au BRL, tu vois, au Barone, mais la connexion n'est pas encore faite. Ou il faudrait que parce que si tu vas mettre ton habitation, il faudrait que tu te connectes au tout à l'égout. C'est pas encore fait, mais le tout à l'égout n'est pas loin. Enfin, tu vois, donc c'est ça, c'est des choses que tu rentres dedans dans ton projet. Tu dis ok, j'ai déjà ça. Et tu vois entre les limites et ce que tu as. L'eau, ce qui est particulier sur l'eau, c'est que généralement tes sources d'eau, tu fais -1.
Sur toutes tes sources d'eau, tu fais -1. Donc par exemple, si tu as un puits, ça compte pour 0. Parce que si ton puits ne marche plus demain, tu n'as plus d'eau. Donc il faut avoir au moins toujours 2 sources d'eau. Ça, c'est essentiel. Donc quand tu parles de l'eau, c'est vraiment la seule un peu qui est comme ça, mais l'eau, faut faire -1. Donc déjà, quand tu regardes ton terrain, c'est oui, ok, alors est-ce que, je sais pas, il y a un puits, est-ce qu'il y a un forage, est-ce que je peux faire un forage, est-ce qu'il y a une rivière, comment ça pleut, est-ce qu'il y a un lac, est-ce que je sais pas quoi. Voilà, tout ça, tu notes. Et là, combien d'oasis Nous, à l'Oasis, on a à peu près 3 sources d'eau. Voilà. Enfin 4, ouais. Ça dépend, elles sont plus ou moins pilotables. Donc notre principale, c'est le puits. Voilà. La deuxième, c'est l'eau de ville, qu'on peut avoir accès là-haut à la cave. La troisième, ça va être nos mares. Nos mares, c'est des points d'eau vraiment. Quand tu arrives à attaquer les mares, c'est que là, c'est quand même. Tu as déjà 2 autres sources avant qui ont été épuisées, c'est pas bon. Et la quatrième, qu'on maîtrise moins, c'est la pluie. Et donc nous, la pluie, on la stocke dans notre sol. Parce qu'on a un sol vivant avec beaucoup de matière organique. Donc on travaille comme ça. Il n'y avait pas l'idée de récupérateur d'eau? Tu en as pris? Alors, on peut envisager ça, mais la récupération d'eau de pluie, chez nous, dans notre climat, c'est intéressant que pour ton eau de consommation. Pour arroser ton jardin, quand on arrose en été, là, le jardin, on met quasiment 10 mètres cubes d'eau par semaine. Donc, tu vois, t'imagines la taille des cuves. Et le problème, c'est que comme il pleut 2 fois par an, tes cuves, si tu les utilises une fois, donc voilà. Donc tu peux arroser 2 semaines avec tes cuves, c'est intéressant, mais c'est limité, quoi. C'est pas, voilà. Par contre, pour te doucher, te boire, etc., oui, 10 mètres cubes, là, ça va. Tu peux, si tu es économe, c'est pas mal. Et là, on arrive à la phase d'évaluation. Donc, j'ai fait mes observations, je connais mes limites, je connais tout ce que j'ai à disposition, etc. Je regarde ma vision, et maintenant, c'est là que je me dis, ok, on va aller là, avec tout ce que j'ai comme carte en main, là, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Et donc, c'est là où on va un peu changer les curseurs. Par exemple, je sais pas, nous, on aurait pu se dire, on aimerait bien avoir un potager de 2000 m². Oui, d'accord, mais bon, on est 4, on commence, faut tout construire et tout. Bon, on va partir sur 400 m² déjà pour commencer, c'est bien. Après, on verra. Voilà, c'est ça à évaluer. C'est se dire, qu'est-ce que j'ai? Je veux aller là, ok, et voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai? Et c'est là où il faut être honnête avec soi et aussi avec ce qu'on a. Parce que des fois, on a des rêves très ambitieux et on est porté par une énergie. Mais des fois, c'est pas possible. Donc, quand c'est pas possible, faut accepter de dire, en fait, c'est pas possible. Quand on dit c'est pas possible, ça veut pas dire que ça sera impossible. C'est juste, là, maintenant, avec tout ce que j'ai, toutes les cartes que j'ai en main, c'est pas possible. C'est pas grave, on dépriorise et ça viendra quand ça viendra. Il y a plein de trucs ici qu'on a fait comme ça. La champignonnière, quand on a visité le terrain, on a vu ce bunker, on a fait champignon, direct. Bon, le problème c'est qu'on l'a dit tout de suite. Du coup, ils nous ont entendu. Du coup, Pierre, il a entendu champignon. Sauf que là, au début, on devait tout faire, tout construire et tout. On n'allait pas faire la champignonnière, c'était pas prioritaire. Et effectivement, ça a mis 2 ans, ouais, un peu plus de 2 ans pour qu'on lance vraiment la champignonnière. Sachant qu'elle est autonome en énergie, donc il fallait un investissement sur les panneaux solaires. On n'en connaissait rien du tout à l'énergie solaire, donc il fallait aussi qu'on apprenne tout ça. Ça, on l'avait pris en compte. On a dit, oui. S'il y en avait un dans l'équipe, il était expert en champignons, oui, là, c'est peut-être plus facile. On peut faire ça, et puis ça permet de faire plaisir au château, tout ça, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on avait en tête, et puis qu'on a dépriorisé parce que c'était soit pas le moment, soit il n'y avait pas les ressources, soit... Donc ça, c'est aussi en continu. Ce que je vous explique comme méthodologie, c'est des cycles. On y revient tout le temps dessus. On s'arrête jamais. Et une fois que vous avez fait l'évaluation, là, c'est là où on passe au truc le plus fun. C'est ce que tout le monde aime bien faire. C'est le design, quoi. Voilà. Donc, là, je vous parle un peu de différents principes qu'on utilise en design souvent. Ça, c'est le principe des zonages. Le principe qui est derrière, c'est partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Et l'adage qui est utilisé pour représenter ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. En gros, si vous êtes dans une forêt et vous voyez qu'un arbre, l'arbre qui est devant vous, en fait, vous voyez vraiment pas vraiment ce qu'il y a à voir, quoi. Et donc, dans ce principe-là, ce qu'on va utiliser surtout avec les zones, donc la zone 0,
c'est votre lieu d'habitation, lieu central, donc chez nous c'est la paillote. La zone 00, c'est tout le monde ne l'utilise pas, mais c'est vous. On peut la prendre en compte, c'est quand même important aussi. Ensuite, il y a la zone 1, 2, 3, 4, 5. Généralement, on va jusqu'à 5. On n'est pas obligé de toutes les avoir. Elles ne sont pas obligées d'avoir une forme de rond. Parce que ça dépend de la configuration de votre terrain. Mais globalement, le principe qui est derrière, c'est un principe d'efficacité énergétique. Il y a des choses qu'on va faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Par exemple, les poules. Si vos poules, vous les mettez complètement à l'autre bout de votre terrain, je ne sais pas, parce que vous avez le sommeil léger et le coq, ça vous emmerde. Le problème, c'est que le matin, il faut aller ouvrir aux poules, faut les nourrir. Ensuite, il faut aller récupérer les œufs. Après, le soir, il faut revenir. De temps en temps, on vient leur ramener aussi les déchets de cuisine et tout. Bon, vous y allez au moins peut-être 4 fois. Bon, vos poules, si vous les avez mis vraiment à l'autre bout, au bout de quelques mois, elles vont un peu dépérir, quoi. Parce que vous occupez pas d'elles, vous les aimez pas. Du coup, ça va pas être efficace. Et c'est pareil avec tout. Vous avez un jardin de plantes aromatiques ou votre potager qui demande un peu plus d'entretien, etc. Pareil, si vous le mettez à l'autre bout du terrain, il y a peu de chances que vous en occupiez vraiment bien. Et donc on réfléchit comme ça. Et donc dans la zone 1, on va mettre tout ce qui est potager, poules, etc. La zone 2, on va mettre les plantations qui ont moins besoin d'entretien. Donc par exemple, là ça peut être des cultures comme les courges, donc qui sont un peu plus autonomes. Les ruches aussi, on peut les mettre là-bas. Ensuite, la zone 3, c'est des cultures plus grandes. Dedans, vous pouvez mettre des céréales, des vergers, etc., des jardins-forêts si vous voulez. Et la zone 4, c'est plus vraiment là, si vous pouvez commencer à faire du petit élevage aussi. Donc là, si vous avez besoin de plus d'espace, vous allez mettre ça beaucoup plus loin. Et la zone 5, généralement, c'est une zone qu'on essaye de pas trop toucher, qu'on laisse un peu sauvage. Donc ça, c'est dans l'idéal. C'est un principe qu'on peut utiliser pour structurer un peu son lieu. Donc sur votre carte, vous allez pouvoir, pourquoi pas, dessiner des zones 1, 2, 3, 4 et en fonction, essayer de placer vos éléments. Et tu as évoqué là, le 0,0 pour soi. Ouais. Comment tu l'intègres là-dedans parce que Généralement, tu le mets dans la maison. Oui, c'est d'accord, mais donc il y a quoi à réfléchir de plus? Prendre soin de soi. Mais c'est-à-dire comment tu organises ta maison aussi même, tu vois. Un exemple très facile, c'est comment tu disposes les éléments. Si tu as une cuisine et tu as un îlot central dans ta cuisine, parce que tu as vu ça sur internet, c'est super stylé. Donc tu as construit ta maison et puis tu as mis ton îlot central. Et donc on va dire que là le salon il est là-bas, tu vois. Et du coup j'ai mis mon évier, ma plaque de cuisson de ce côté-là, comme ça je suis côté salon, je suis pas très loin des invités, c'est sympa et tout. Sauf que mon frigo il est là, d'accord. Donc à chaque fois que je vais aller chercher quelque chose, je fais le tour du lieu central, je vais au frigo, puis je reviens, et puis je fais ça comme ça. Bon, tu fais ça 6 mois, tu as envie d'arracher l'îlot central. Ah oui. Sauf que là, si tu avais pensé mieux, c'est les mêmes éléments, mais tu les places mieux, tu mets ton évier et ta plaque de cuisson ici, tu vois quand même du coup tes invités, et ton frigo il est juste derrière. Là, c'est super efficace. Ouais. Ça, c'est prendre en compte le 0,0 par exemple. C'est clair. Au-delà de ça, moi, ce que j'entends dans le 0-0, c'est vraiment tes besoins intérieurs et intimes. Ouais. C'est-à-dire, si tu as une grande créativité, un besoin de peindre, ça va être. Un besoin vraiment qui est en couple, tout ça, ça fait partie de ta vie plus intime et il va falloir que tu la rentres dans ton organisation et dans ton design au sens plus organisatif et c'est super important parce que tu as l'effet de te perdre dans tes 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, ouais. C'est pas Moi je dessine, je fais de l'encre de Chine tranquille sur ma table, c'est l'air con, mais en fait ça fait partie de mes photos que je veux faire l'amour à ma copine parce que du coup tout le temps en train de penser au jardin, aux poules, aux trucs, aux machins. C'est pas perdre l'humain qui est au cœur de l'écosystème en fait, ouais. C'est super central. Ouais. C'est vrai que il y a pas mal de projets qui des fois capotent parce que il y avait une bonne vision, une belle ambition, mais les gens n'ont pas fait les choses pour eux. Ils ont construit un très bel écosystème, mais qui répondait pas à leurs besoins ou à leur façon d'être. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est une erreur classique, mais qui n'est pas évidente parce qu'on ne nous apprend pas à prendre soin de nous et à bien prendre en compte nos besoins et ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup exploré, par exemple, quand j'ai voyagé en Australie.
j'ai fait beaucoup de woofing. Et j'ai fait des woofing dans plein de fermes et dans plein d'écosystèmes différents, dans des familles, plein de trucs. J'ai eu plein de modes de vie différents. Et j'ai vu vraiment celui qui me plaisait le plus. Et je pense que ça c'est important parce que sur le papier, aller s'installer à la campagne, être perdu, tout ça, et vivre, ça peut être super idyllique. Mais en fait, pour certaines personnes, ça peut devenir l'enfer. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vont très bien s'épanouir dans la ville, alors que pour certaines personnes, c'est l'enfer. Donc c'est... Voilà à quoi on peut aboutir quand on fait donc le résultat de notre observation. Ça, c'est un diagramme sectoriel qui permet d'avoir l'analyse de notre observation. Donc là, vous voyez, ça reprend le plan de l'Oasis. On voit les accès. Donc là, accès avec les visiteurs, aussi ici. Donc on les a notés parce que c'est quand même pas anodin. Hein, on est quand même un lieu où il y a beaucoup de passages. Ces voies d'accès sont très empruntées. Donc c'est quelque chose à mettre vraiment en avant. Ensuite, vous voyez, ça c'est la course du soleil en été. Donc on voit qu'elle est bien plus grande que celle en hiver. Donc ça c'est important, hein. Là où vous voulez placer votre bâtiment, comment vous voulez l'orienter, si vous voulez faire des bâtiments bioclimatiques, si vous voulez installer des plantes d'une certaine façon, construire des murets, tout ça, ça il faut vraiment le savoir. Ce qu'on n'a pas noté mais qu'on peut voir là, c'est aussi les arbres qu'on a autour. Donc là on les a dessinés. Bon, c'est plutôt des feuillus, c'est-à-dire qu'en hiver ils perdent leurs feuilles. Ça c'est assez intéressant parce qu'ils vont moins nous casser le soleil en hiver, qu'on n'a pas beaucoup déjà et qui peut être assez intéressant. On peut voir aussi les vents dominants qu'on a notés, les risques de la faune. Donc là, on a mis renard et lapin, là on a mis les sangliers, et les risques d'incendie. Donc nous, les risques d'incendie, finalement, on les a fait plus venir du parc. Donc c'est intéressant à voir. Au moins, on sait que les voies d'accès, elles sont loin de ce risque-là. Donc si jamais il y a un problème, on peut s'enfuir. Bon, il y a 3 ans, il y a eu un incendie, mais il était dans le champ là-bas, en face, dans les vignes. Un feu de détresse qui avait été lancé. Et toutes les herbes, les graminées là, qui étaient dans la vigne de chez Pierre, de l'autre côté de la rue. Et là, il y a eu 4 canadaires qui sont passés au-dessus de l'Oasis. On était bien placés pour les voir. Mais là, pour le coup, effectivement, la voie d'accès n'était pas la meilleure. Ils ont envoyé des canadaires. Ah ouais, elle était à Montpellier. Hein. Donc un incendie, et puis tu étais en plus juste à côté de la caserne des pompiers, donc si la caserne crame, c'est pas bon. Ouais. Ils auraient pu venir avec leur camion. Là c'était un feu de broussailles et ça allait à une vitesse, c'était incroyable. On a des vidéos, je vous montrerai si vous voulez un jour. Et ça c'est l'étape après de design. C'est là où vous dessinez, vous prenez votre papier et vous écrivez des bidules et des machins. Et du coup, pourquoi le poulailler il est au fond là-bas? Pourquoi on l'a mis là-bas au fond le poulailler? C'est une très bonne question. En fait, c'est parce que pour leur bien-être, on voulait qu'elles aient un peu d'ombre en été. Et que si on les avait mis là, ici, en pleine cagne, elles n'auraient pas été très très heureuses. Derrière la baraque? Ouais, on aurait pu, pourquoi pas envisager. Ouais. Derrière, là, dans les vignes, pourquoi pas. Mais là, ça a été... En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a cette idée de zonage, il y a des solutions parfaites. Après, tu trouves des compromis. Par exemple, nous, pourquoi là, on a des allées comme ça qui traversent le jardin, là? Et d'ailleurs, on peut le voir, en fait, d'en haut, nos carrés, ils sont un peu en forme de losange. C'est un peu bizarre. C'est parce que l'architecte du patrimoine, comme le château, c'est un bâtiment classé, il nous a dit, il y a des allées dans le château qui sont construites. Il faut que vos allées aillent dans le prolongement pour respecter, en fait, l'harmonie du parc, etc. Donc ça nous était imposé. Voilà, on l'a pas choisi. Donc on avait 2 grandes diagonales ou 3 diagonales comme ça. Bon très rapidement on s'est dit si on veut faire des jardins, ok, on prend 4, ça fait des carrés. Enfin, donc il y a des choses qui parfois s'imposent parce que ça fait partie du lieu et de ce qui va avec, des limites. Ça c'était des contraintes. Donc on les a prises en compte. Là le jardin forêt aussi, pourquoi on l'a mis de ce côté-là? C'était la zone qui était la plus sèche, la plus compliquée en fait à valoriser. Alors qu'ici effectivement la terre elle était un peu plus riche, elle était meilleure. On est dans la petite bassine, donc il y a les écoulements qui spontanément allaient plus vers là. Donc on a choisi de mettre le potager plutôt par là. Donc toutes ces choses-là, on les a réfléchies un peu derrière. Et au départ, c'était juste des patates. Hein. Voilà, là on voit, hein. D'ailleurs c'est pas le dernier design. Hein. Il y avait une patate,
Et là, des carrés, jardin 1, jardin 2. À la base, dedans, il n'y avait pas tout le design de chacune des planches, c'était juste des gros carrés. On savait qu'il y avait juste les allées et c'était tout. Et au fur et à mesure, bah, on l'a petit à petit, on part des structures d'ensemble et on est rentré dans le détail. Donc ça, voilà, c'est un exemple de comment on peut écrire finalement notre plan d'action sous la forme d'un dessin. Et une fois qu'on l'a dessiné, bon, ça ne veut pas dire qu'on va forcément le suivre à la lettre. Des fois, ouais, il y a plein de choses qui changent. Mais en tout cas, vous trouvez souvent cette idée de faire des petits dessins en permaculture parce que ça permet aussi de poser les choses à plat et de réfléchir comment on va placer nos éléments les uns par rapport aux autres. Ça, c'est un autre exemple. Alors là, c'est vraiment un design, là, c'est des gens qui font ça bien. Là, on peut voir les courbes de niveau. Donc nous, on ne les a pas mis sur notre plan parce qu'elles sont assez tristes. Hein. Il n'y a pas vraiment une pente de fou. Donc il y a 3-4 courbes de niveau, mais c'est pas de quoi vraiment. Là, on voit qu'ici, effectivement, il y a beaucoup plus de relief. Et dans ce cadre-là, les reliefs, ça peut être intéressant pour faire des structures en contour qui vont collecter de l'eau, par exemple des baissières, des choses comme ça. Souvent, on va aussi, quand on rentre vraiment dans le détail, on peut même mettre le détail des végétaux qui vont être installés, etc. Ça, on peut le faire a posteriori, quand effectivement, c'est pour faire un bilan de ce qu'on a fait, ou quand on est appelé pour un conseil et qu'on va chez un terrain chez des gens, pour un peu qu'ils se projettent dans ce qu'on va vouloir mettre en place, et on peut utiliser ce short design parce que ça permet de voir où on va aller. Parce que généralement, pour arriver à ça, là il y a beaucoup de travail à faire sur des aménagements. Donc ça veut dire que s'ils acceptent, dans 2 semaines vous arrivez avec une pelle ou un bulldozer et vous allez faire des trous un peu partout. Donc au début, voilà, faut se projeter quoi. Dans 5 ans, ça sera super parce que du coup après ça sera pour 1 siècle ou 2 ce que vous avez mis en place. Ouais. Donc voilà, donc généralement on met donc le nord forcément, on va vous mettre une échelle, on peut mettre les contours, etc. On peut aller vraiment dans le détail si on veut. Et ensuite, donc là on a fait le D, on arrive presque à la fin. I, c'est pour implémentation, donc Obredim. Et là, après, c'est quand on rentre dans le concret. Mais quand on rentre dans le concret, par quoi on commence parce que des fois, il y a des projets. Si on prend le projet de l'Oasis, de se dire, ça va être une ferme urbaine collaborative, il va y avoir des formations, mais il y aura aussi du brassage, il y aura des cours de yoga, et puis il y aura aussi des cours sur les arbres, puis on fera du vin, et puis on fera de la bière, et puis bon. Alors ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, par quoi vous commencez quand vous commencez de zéro? Là, c'est ça, cette question qu'on se pose. En gros, combien j'ai de temps disponible? Donc, comment je peux attribuer ma charge de travail et par quoi je commence? Et donc là, c'est des choix, il faut prioriser. Donc là, vous pouvez voir, c'est un beau diagramme de Gantt un peu esthétique. Hein. Mais ces outils-là qu'on utilise dans le monde du travail, en fait, c'est des très bons outils aussi. Donc, on peut très bien s'en servir aussi. Sauf que comme on est dans la manière de faire, on va pas faire des rétro-planning parce que généralement on fonctionne comme ça dans notre tête, on a une date butoir et puis du coup on se dit ok, pour arriver à ça on remonte le temps, on voit chaque étape le temps que ça nous prend et on se dit bon, faut commencer à telle période et puis voilà ce qu'il faut faire. Il faut vraiment garder tous ces temps parce que sinon à la fin on va pas être bon pour voilà. Là on va se dire non, je vais aller quelque part, mais finalement, quand je vais y arriver, c'est peut-être pas le plus important. Par contre, comment je vais y arriver, ouais, ça c'est super cool. Et donc là, on va se dire, ok, je pense que ça va me prendre tant de temps, etc. Et si ça prend plus ou moins de temps, on réévalue et on va pouvoir des fois rentrer plus de trucs qu'on pensait. Des fois, à l'inverse, ça s'étale un peu plus. Par exemple, si je prends l'exemple de la serre aujourd'hui, bon, on a commandé la serre il y a 1 mois. On pensait que en 1 semaine, paf, on l'installerait, ça serait plié. Bon, en fait, c'est plus compliqué. Et puis, là, aujourd'hui, la serre, on l'a un peu mis en stand-by parce que, il faut planter les arbres, il faut commencer à avancer dans le potager, dans le jardin. Et ça, c'est ça, l'implémentation. C'est se poser ces questions-là et mettre les choses dans l'ordre, quoi. Tu as parlé des baissières. Oui, les baissières. On a écrit ça swale en anglais. C'est une baissière, c'est B-A-I-2-S-I-E-R-E.
c'est ça. Avec un accent grave. C'est pas un mot très utilisé en français. C'est pour ça que je te l'ai dit en français, parce que je sais que tu préfères. Mais c'est plus connu sous le nom de swale. S-W-A-L-E. L'idée, c'est que tu crées un fossé sur une ligne de niveau. Donc ton fossé, tu le creuses, et le fond de ton fossé, il est à la même altitude sur tout ton terrain. Ce qui fait que quand il pleut, ça va se remplir sur toute cette surface de ce fossé. Et ça permet de freiner l'eau. Et généralement, tu as un endroit où tu vas faire une encoche pour que l'eau puisse s'évacuer, donc un trop-plein. Et en dessous, tu peux faire plusieurs centaines ou dizaines de mètres plus bas, une deuxième baissière. Et donc, tu vas collecter l'eau une fois que ta première est remplie. Donc, si tu fais ça sur un terrain en pente, tu peux freiner ton eau, la stocker, elle va hydrater ton sol en profondeur. Sur ta butte, tu peux planter des arbres, des trucs, tout ce que tu veux, etc. C'est une façon de gérer l'eau et parfois même de l'amener sur des endroits où spontanément elle n'irait pas. Si tu as une colline, normalement l'eau a plutôt tendance à partir et à devenir de plus en plus rare parce que ta surface augmente. Et là, tu peux avec des systèmes de baissières venir récolter l'eau dans tes petits fosses, dans les endroits où tu as plutôt des ravins. Donc là, l'eau a plutôt tendance à se collecter. Et si tu as une baissière qui fait tout le contour, tu peux potentiellement ramener de l'eau sur ta colline et hydrater ta colline alors que sinon c'est pas possible. Pour en savoir plus, tu peux regarder autour de ce qu'on appelle le keylines. Ouais, Keylines design. le keyline design, c'est ça. Chercher hydrologie régénérative et tu vas tomber sur plein de choses. Ah, hydrologie régénérative. Tout ça, si J'aime tu, beaucoup ces mots. il y a un autre atelier dessus sur les aménagements justement, sur la gestion de l'eau, Parce que qui là Ah oui, oui, non, Ouais. je veux bien. où je vous explique tout ça. J'ai cherché à trouver un truc et là, ça fait pas longtemps, ils appellent ça hydrologie régénérative à la bande de la bande. Des choses. Alors voilà, bon ça je vous ai mis un petit diagramme de Gantt pour, je sais pas, tout le monde connaissait le diagramme de Gantt, vous avez tous déjà vu ces trucs affreux, voilà. Bon en vrai ça peut être pratique, voilà. Je vais pas vous mentir, on n'en a pas utilisé vraiment beaucoup ici. On a tenté par moment, mais C'est marqué quoi Ouais. Vous avez commencé, puis après, j'imagine que vous avez commencé. Je vois pas puis- de- ouais, en fait c'est que souvent ce qu'on faisait c'est que on essayait plus de voir en fonction de ce qui était le plus urgent et aussi de ce qui était le plus fluide. C'est ça. Il y a des fois, il y a des résistances. Mais des fois, ça veut dire quelque chose. Il faut les accepter et se dire, ok, bon, si ça résiste, c'est que c'est peut-être pas le moment tout de suite et tout. Et souvent, tu le laisses un peu et puis tu sais pas pourquoi, au bout d'un moment, tout s'aligne et là, le truc, baf, ça se fait pouf d'un coup comme ça. Ouais. Et le dernier aspect de cette méthode, c'est la maintenance. Donc ça, faut savoir qu'en permaculture, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est les méthodes de paresseux, de feignants. C'est bien d'être feignant, il faut être feignant. Moi, je suis un grand feignant. En gros, c'est de limiter, de réduire au maximum la maintenance. Ça veut dire quoi? Si dans votre design, vous avez mis une pelouse, ok, une pelouse, il faut la tondre. Voilà. Si à la place de votre pelouse, vous mettez une prairie fleurie, bon, voilà. Donc, en fait, quand on va mettre en place nos éléments à réfléchir à notre design, on va réfléchir à limiter et à minimiser la maintenance de notre écosystème derrière. C'est pour ça qu'on fait des forêts comestibles, c'est pour ça qu'on fait des jardins-forêts, c'est parce que c'est des systèmes qui, une fois établis, demandent quasiment zéro maintenance. Au début, ça demande beaucoup d'énergie, il faut s'en occuper, les mettre en place, etc. Mais une fois que c'est fait, tranquille. Notre potager, c'est le truc le plus artificiel et le plus énergivore de notre écosystème. Ça, c'est le truc. Pourtant, on a des méthodes naturelles, de jardinage, etc., pour limiter l'enherbement, on fait plein de choses, etc. Mais en vrai, ça nous demande beaucoup, beaucoup de temps. Par contre, bon, le rendement, il est bon. C'est-à-dire, vous mettez de l'énergie dedans, 3 mois plus tard, vous récupérez de l'énergie pour vous nourrir. Votre forêt ne va pas vous faire ça tout de suite. Donc, c'est un compromis qu'on fait. Mais comme on a designé notre jardin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'arbres dedans, beaucoup de fruitiers. Nos surfaces cultivables en plantes potagères, avec les années, elles vont réduire de moitié. On va orienter notre potager vers une forêt comestible, naturellement. Donc bon, peut-être qu'il y aura moins d'espace de culture, mais il y aura plus d'ombre. Donc les légumes pousseront peut-être mieux.
ils demanderont moins d'eau. Enfin, plein de tas de choses comme ça. Donc ça, c'est hyper important de se dire que quand on va mettre en place nos éléments et notre système, c'est de réfléchir comment je vais minimiser la maintenance. Les parcelles vont disparaître à terme? Non, elles vont rester, hein. Mais c'est juste que ton arbre, il va s'installer, et donc autour de lui, hein, sur un diamètre de 5 mètres, il n'y aura pas grand-chose qui arrivera à pousser. Sauf les plantes qui poussent bien sous les arbres. Donc tu pourras peut-être mettre des vivaces, des trucs comme ça, tu vois. Et même si on Des champignons? Les champignons, oui, le mycélium dans le sol, il va se développer. Des champignons que toi tu manges, pas beaucoup. Ouais. Et même si on continue de faire des plates-bandes entretenues comme on les a entretenues, l'arbre va bouffer la plate-bande. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. Au milieu de tes plates-bandes, là, il y aura une super terre. Donc, et puis, on peut très bien se dire, après, on peut agrandir encore le potager si on a envie. Ou on peut utiliser les poules pour faire des tracteurs à poules et puis réclamer des nouvelles terres en les faisant avancer. Elles vont nous préparer le terrain. Enfin, on peut faire plein de On trucs. vote un petit peu de Ouais. de clôture vers le château, Ouais. Crétas. Les arbres qui ont été plantés, ils ont été quand même réfléchis pour ne pas trop manger la surface. C'est peut-être pas. Les arbres qu'on a plantés dans le jardin, ils ont été surtout plantés parce qu'ici, on est en pleine cagne. Il n'y a pas d'ombre. D'accord. Euh, Pas de l'eau, moi. ouais. Et donc, Salut, à bientôt. sans trop penser ou en pensant aux conséquences de... Ah oui, si, on savait très bien où ça allait aller. Ah ouais. Parce qu'il y en a qui peuvent très bien ne pas trop bloquer le processus de naissance. Quoi, Oui, après, c'est le principe de l'agroforesterie. C'est que tu fais la place à l'arbre dans ton système agricole parce qu'il va t'apporter vraiment certains avantages. Mais du coup, tu apprends à vivre avec. Donc tu vas lui laisser aussi sa place. Quand on les a plantés, ils étaient tout petits. Mais on savait très bien qu'à terme, c'est pour ça qu'on les a mis aussi au bout des planches de culture. Il y a une partie, ils vont aller sur l'allée, ça va pas trop nous gêner. Et l'autre partie, ils vont aller dans la planche de culture. Donc il y a 3 mètres, effectivement, qui à terme, il y aura une concurrence hydrique parce que l'arbre, il a quand même une faculté à récupérer l'eau qui va être plus importante que tes petites plantes que tu as mis au-dessus. Donc c'est pas très grave, hein. Tu pourras toujours faire pourquoi pas des petites salades et des radis ou essayer de faire ce que tu peux. Bon, c'est un choix. Mais ton arbre, ce qui est génial, c'est qu'il va te faire de l'ombre. Donc ça va être inestimable. Il va rafraîchir ton jardin. Il va faire de la biomasse, donc que tu pourras ramener dans ton système. Et il va te faire des fruits en plus. Enfin, je ne sais pas combien de fonctions. Il va abriter des oiseaux, encore vrai. Mais ça, c'est un choix qu'on a fait, nous, dès le départ, d'orienter nos systèmes sur des systèmes plutôt agroforestiers. Parce que derrière, on sait aussi que ça va limiter la maintenance. Là, voilà. Pourquoi on a aussi décidé d'investir dans un système d'irrigation très rapidement? Parce que arroser le jardin 1 à la main, on y arrivait, ça nous prenait 2 heures. Quand on a commencé à avoir le jardin 2, tu passais 4 heures à arroser. Ça devient compliqué, quoi. Donc du coup, c'est pas efficace, t'arroses plus au bon moment, enfin voilà. Et en plus, souvent, tu valorises moins bien ton eau quand t'arroses, même si tu essayes de bien arroser, etc. Donc cet investissement dans la micro-irrigation, on peut se dire, ah ouais, mais c'est du plastique, ouais, voilà, tout ça. Bon, ok. C'est un choix, c'est un compromis. Ouais, mais ça fait gagner vachement de temps, c'est beaucoup plus efficace, ça permet de consommer beaucoup moins d'eau, c'est plus confortable pour les plantes. Bon, par contre, oui, effectivement, c'est du consommable. Ça va durer 10, 15, 20 ans peut-être. Et voilà. Tout après est une affaire de compromis. Les fameuses amphores, tu sais, les amphores. Les oyas? Ouais, voilà, Ouais. Alors, c'est un peu compliqué, quoi. Nous, en fait, on a un sol qui est problématique parce qu'il est très drainant. On est sur un tas de sable. C'est des sables et des limons. Donc, on avait très peu de matière organique. Donc, notre sol, par nature, il stocke rien du tout. Donc, si tu mets, par exemple, une oyace avec de l'eau dedans, alors, oui, ça va transpirer. Mais le problème, en fait, c'est que tu es sur du sable. Donc, l'eau va sortir dans le sable, elle va partir. Donc, tu vas passer ton temps à remplir ton oyace. Pourquoi pas? Si tu as une grande surface comme ça, il faut que tu aies une quantité d'oyace assez astronomique. Et l'oyace, le place qu'elle prend dans ton sol, c'est autant d'endroits où tu peux pas mettre. Donc les oyas, c'est très intéressant sur des terrains où tu vas pas souvent, qui peuvent quand même retenir l'eau
et si tu n'as pas une trop grande surface à arroser. Nous, dans notre cas, c'est pas vraiment un investissement intéressant. Peut-être qu'il y aura Mais ça peut être tout. Il n'y a pas de mauvais ou de bon système. C'est juste que quand tu fais ton évaluation, ça va être pertinent ou moins pertinent. c'est les Voilà. avantages des On a testé, on en a fait des Oyas avec des vieux pots qu'on a collés les uns aux autres et qu'on a mis dedans. Ça a marché un petit peu au début, mais en fait, c'était pas très efficace. Ce qui s'est passé aussi et qu'on a appris, c'est que effectivement, quand il gèle, si ton Oyas elle est pas bien sèche, craque. Et une fois que ton Oyas elle est fendue, bon là, tu vois. Donc potentiellement sur certains terrains, si tu les protèges pas bien ou que tu les vides pas, il faut les sortir pour voilà, ça devient Du boulot. ouais. Voilà globalement. On a des œillets complétés? Celles qu'on a installées avec les pots de fleurs qu'on avait collés, elles sont fendues en deux, elles sont pétées. Ouais. Parce qu'on peut pas dire qu'ils gèlent beaucoup chez nous, et donc ça gèle dans le sol. Ouais, mais c'est en surface, mais parce qu'elles ont le bout du nez qui pointe. En tout cas, c'est un constat, c'est un des risques avec les Oyas, qu'elles peuvent fendre. Et alors, si c'est une Oyas que tu as fabriqué, ça va. Si c'est une Oyas que tu as acheté, vu le prix de l'Oyas, c'est très très cher les Oyas. Ouais, ça dépend, Ouais. Voilà, on a fait un peu le tour. Ça, c'était pour vous remettre un peu les principes de conception, tous ceux qu'on a mis partout dans le jardin. Donc ça, c'est des grandes règles qui permettent de mettre en œuvre notre design. Là, on peut les prendre en compte aussi quand on fait notre design. Donc je peux vous les relire un peu. Observer, interagir, collecter, stocker l'énergie, créer une production, appliquer l'autorégulation, accepter la rétroaction. Rétroaction, c'est quand tu fais quelque chose, et au bout d'un moment, ce que tu as fait va avoir une réaction. Et donc la rétroaction, ça peut être positif ou négatif. Par exemple, nous, quand on met du paillage sur le sol, la rétroaction positive, c'est que ça va limiter l'évaporation, protéger la vie du sol, etc. À l'inverse, quand on s'est mis à faire de la monoculture, etc., avec nos révolutions vertes, à faire des gros labours et tout, rétroaction négative, 70 ans plus tard, voilà, c'est ça la rétroaction. Des conséquences, en fait, c'est ça. Ouais. Des conséquences. Tu mets du paillage, ton sol se réchauffera moins rapidement au printemps. Par exemple, ouais. Donc dans certains cas, le paillage, voilà, nous on peut le laisser parce qu'on a un sol qui se réchauffe très vite. Utiliser, valoriser les services et les ressources renouvelables. Donc ça c'est, on fait partout ici. La création de sol chez nous, c'est typiquement ça. C'est un service renouvelable rendu par la vie du sol, notamment de vers de terre. Ne pas produire de déchets, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, intégrer plutôt que séparer. Ah, il y a quelqu'un qui ramène le tracteur. Ah, c'est peut-être Mimi. Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience. Utiliser et valoriser la diversité. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure. Utiliser le changement et réagir de manière créative. Donc ça, c'est vrai que c'est 12 principes qui sont très intéressants parce qu'ils nous aident vraiment à appliquer la permaculture. Quand on observe quelque chose, on peut le passer un peu au crible de ces 12 principes et se dire, ok, dans le cas présent, quel principe serait le plus intéressant d'appliquer? Et ça demande un peu de travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer sa façon de penser, de voir les choses, arrêter de plaquer des valeurs morales sur tout ce qu'on voit, etc. Voilà, ça c'est compliqué. Mais plus on le fait, plus ça devient en fait instinctif. Parce que c'est très logique. Parce que ça découle d'une observation très fine du fonctionnement du vivant. Ça, c'est les principes de David Lomgren. Et il s'applique à tout. Aux sociétés, aux façons de fonctionner des sociétés. Pas forcément que au jardin. Redis-moi comment il s'appelle. David Holmgren. Holmgren. Et toi, par exemple, lesquels tu utilises souvent, ou lesquels tu aimes particulièrement dans les doses? Ah, pour moi, un des premiers et le plus important, c'est observer, interagir. Ouais. Ça, c'est la base. Voilà. La base, comme Ouais. ça, c'est un bon Ouais. début pour quelqu'un qui voudrait. Ça, c'est la base. Après, par exemple, collecter, stocker l'énergie, moi j'adore. J'adore tout voir sous forme d'énergie. Ah, ouais. Le fumier, c'est de l'énergie. Les épluchures qu'on donne aux poules, c'est de l'énergie. Les fientes des poules, c'est de l'énergie. Les plantes qui poussent et qui collectent le soleil et qui font des graines, c'est de l'énergie. Enfin,
Ah ouais, du coup, ça change ta façon Ah bah oui. de regarder. Et après, tu vois comment cette énergie, elle va circuler, elle va se transformer. Le fumier qui chauffe ou le compost qui chauffe, et bah, c'est juste de l'oxydation de la matière organique, mais c'est de l'énergie qui se déploie sous forme de chaleur, qui était stockée sous forme matérielle dans ces déjections. Enfin, c'est incroyable. Ces déjections, en fait, avant, c'était du foin ou des plantes que tu as donné à manger à des animaux. Ces plantes, elles ont poussé grâce à l'énergie du soleil. Donc, indirectement, ton compost ou ton fumier, il chauffe grâce au soleil. C'est assez incroyable. Bon, moi, je sais pas, je les aime tous. Bah oui, de toute façon, ils sont Je les aime tous. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles à comprendre et à appliquer. Et voilà, on a fait un peu le tour.